cette magnifique introduction signée par Moussorgsky, Nuit sur le Mont Chauve, nous allons donc parler des gaz à effet de serre. Mais avant, un petit commentaire. Moussorgsky, dans cette musique, met en scène des esprits malins, des sorciers, des sorcières, des elfes, toutes choses émanant de la mythologie, qui donnèrent un bal très important sur le Mont Chauve, qui est en fait une colline de Kiev. On peut dire qu'à cette époque-là, les esprits malins se limitaient à certaines choses. De nos jours, la mythologie évoluant, les esprits malins se sont mis à fabriquer activement des gaz à effet de serre. Nous allons donc en parler maintenant. Des goélands à l'heure du repas. Qu'est-ce donc que l'effet de serre? Pour ceux qui ont connu ou qui connaissent un jardinier ou plusieurs jardiniers, ils ont pu voir que dans certains jardins, il y a ce que les jardiniers appellent un châssis. Un châssis, c'est un montage rectangulaire couvert par une menuiserie qui contient des vitres et qui peut se soulever ou s'abaisser. Donc ce châssis dans lequel ils font des cultures qui sont un petit peu avant saison et ou des cultures qui sont fragiles sur le plan thermique. Donc que se passe-t-il? Dans ce châssis, la lumière pénètre à travers les vitres, chauffe la terre se réchauffant, ça permet aux plantes de se développer tranquillement sans souffrir du froid. Et les vitres qui ralentissent fortement la circulation de l'air dans le châssis font en sorte que la chaleur reste dans le châssis. Donc la température à l'intérieur de ce châssis s'élève, devient plus importante que la température à l'extérieur de dit châssis. Ça s'appelle une serre. Et le fonctionnement de ce système s'appelle l'effet de serre. Maintenant, l'effet de serre dû aux gaz à effet de serre que sont le méthane et le CO2. Là, il s'agit cette fois-ci d'un effet de serre planétaire. En vertu du principe qui veut que les gaz occupent tout le volume qu'ils ont à leur disposition. Donc, toute émission de CO2 ou de méthane est destiné à envahir la totalité de l'atmosphère. Et cet effet de serre planétaire, donc, réchauffe la Terre. Comment fonctionne-t-il? Le jour, le Soleil passe et atteint la Terre. Il réchauffe la Terre. Ce réchauffage de la Terre aussi entraîne un réchauffement de l'air environnant. Et ça permet à l'humidité de mouiller l'air, ça permet aux plantes de se développer, ça permet à la vie de suivre son cours, comme ça doit se passer. Mais la nuit apparaît un nouveau problème. C'est que le CO2 et le méthane s'opposent au retour de l'énergie vers l'espace. Donc la température de la nuit, au lieu de baisser de quelques degrés comme elle devrait, va rester au-dessus de ce taux, de cette quantité de chaleur. Ce qui fait que le jour, la température montera de nouveau un petit peu plus haut, et ainsi de suite. Ceci est l'effet de serre planétaire, et il est très très préoccupant. Le méthane est un hydrocarbure saturé de formule CH4, c'est-à-dire un atome de carbone lié à 4 atomes d'hydrogène.
Il est le premier de la famille des alcanes, famille dans laquelle on trouve les alcools, les carburants automobiles, les carburants aviation, dont donc l'essence, le carburant diesel et le kérosène. Le méthane est le produit de la décomposition de matière organique, qu'elle soit végétale ou animale. Donc, on peut en trouver beaucoup dans les tubes digestifs des mammifères et des oiseaux. Et il s'exprime vers l'extérieur par les éructations ou par les flatulences. Le méthane est également présent dans la croûte terrestre en énorme quantité, vraiment énorme quantité, puisqu'on parle de plusieurs centaines de milliards de tonnes qui sont enfouies, qui ont été enfouies au moment des grands mouvements telluriques qui ont donné le Carbonifère et les pétrolifères qui ont suivi. Le méthane est périlleux à cause de son apport à l'effet de serre qui est important. Mais cet apport est également modéré par la durée de demi-vie qui est relativement courte. La durée de demi-vie, c'est le temps qu'il faut à un volume de méthane pour perdre 50% de sa masse dans l'atmosphère. Dans le cas du méthane, elle est de 10 ans. Ce qui fait que, par exemple, en 50 ans, on a perdu de l'ordre de 95% du volume initial qu'on avait injecté. Le méthane contribue également à l'effet de serre parce qu'il est utilisé comme combustible. C'est un combustible fossile, dont vient de dire, des milliards de tonnes, et donc il est utilisé dans énormément de cuisines au travers du monde. On l'appelle le gaz naturel. C'est celui qu'on utilise avec les cuisinières, avec les fours à gaz. Et on en consomme des quantités colossales également dans l'industrie, où il y a des centrales électriques à turbines à gaz, donc qui utilisent du méthane. Ces turbines consomment des quantités colossales de méthane, bien évidemment. Et il faut savoir également que le fait que ce soit un gaz hydrocarbure ne le rend pas plus propre qu'une essence hydrocarbure, qu'un liquide hydrocarbure. C'est exactement la même chose. Et il faut exactement la même quantité de carbone apportée par le méthane que celle qui est apportée par de l'essence pour produire la même quantité d'énergie. Il n'y aura donc pas d'excuse. L'émission de CO2 sera la même que si on utilisait du charbon, que si on utilisait de l'essence, du kérosène. Le méthane va produire autant de CO2 pour la même quantité d'énergie produite. Assemblage d'alternateurs et de turbines dans une centrale hydroélectrique en construction. Parlons du CO2. Le dioxyde de carbone, ou CO2, ou communément appelé gaz carbonique, est le résultat d'une oxydation, communément appelée combustion. La combustion du bois, la combustion de matières organiques, de toutes sortes de matières organiques, et principalement celle qui nous inquiète le plus et de loin, c'est la combustion des combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole, tout ce qui est dérivé du pétrole, les alcools, les huiles comestibles que l'on utilise comme combustible dans des moteurs diesel. Tout ceci produit d'énormes quantités de CO2 qui se dispersent dans l'atmosphère et donc pourrait y jouer le fameux rôle d'effet de serre dont on a parlé antérieurement. La quantité de CO2 qui est émise actuellement dans l'atmosphère était estimée pour l'année 2022 à plus de 60 gigatonnes de CO2. Je dis bien gigatonnes, c'est-à-dire 60 milliards de tonnes de CO2 dispersées dans l'atmosphère.
Comme c'est un gaz qui a une demi-vie très longue, c'est-à-dire, tout le monde dit plus de 100 ans, évidemment c'est 300. C'est-à-dire qu'il faut 1500 ans pour que la quantité de CO2 qui a été dispersée dans l'atmosphère soit diminuée jusqu'à environ 5% de son volume initial. C'est-à-dire un temps très long. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous respirons encore du CO2 qui a été émis par la première machine à vapeur industrielle mise en service dans le monde. Il y a donc plus de 200 ans. Voyez le problème que représente le CO2. Ce tableau vous aidera à y voir clair dans les ordres de grandeur. Le mécanisme de l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère est assez simple. Le voici. Lorsque l'économie émet 60 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, c'est-à-dire son émission annuelle actuelle approximativement, il ne se résorbe que 90 millions de tonnes. Nous avons alors 59,9 milliards de tonnes qui resteront dans l'atmosphère et qui vont y rester au moins 1500 ans jusqu'à 5-6% de résiduel. Évidemment, certains vont contester, vont dire oui, mais c'est pas 300 ans, c'est 100 ans. Bon, ça fera, au lieu de 1500 ans, ça fera 500 ans, tout simplement. Nous voyons donc que cette accumulation est évidemment catastrophique et que ce n'est pas en baissant de quelques pourcents la production de CO2 que l'on risque d'arranger les choses. En effet, depuis le début de l'ère industrielle, il a été envoyé, pendant les 200 ans qui se sont écoulés en gros, il a été envoyé environ 6 000 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, ce qui représente environ 1 pour 1000 de la masse totale de l'atmosphère. C'est colossal, gigantesque. Et évidemment, tout ça, ça s'est évacué au rythme dont nous venons de parler, c'est-à-dire presque tout est encore là. Des fleurs de pissenlit sur les hauteurs d'Ushuaïa. Avant de vous parler des grands émetteurs de CO2, je vais vous parler un peu de ce que j'ai pu voir dans les années 90 dans une centrale thermique dans l'est de l'Allemagne, non loin de la frontière avec la Pologne. Ensuite, je vous parlerai aussi des autobus dans une ville. Dans cette centrale thermique, qui est une centrale de très très grande puissance, c'était la plus puissante d'Europe à l'époque, il y a 6 machines de production. Ces machines de production sont des alternateurs couplés à des turbines à vapeur, lesquelles sont alimentées en vapeur par des chaudières à charbon. Cette centrale était de l'ordre de, si je me souviens bien, 3 ou 4 gigawatts de puissance électrique. Pour alimenter les chaudières, il fallait bien évidemment du charbon. Du charbon qui provenait de Pologne, qui était extrait là et qui était de l'anthracite, c'est-à-dire un charbon d'excellente qualité qui contient environ 95% de carbone. Ce charbon arrivait par train. Les trains étaient déchargés, c'était des wagons trémies. Le train avançait et déchargeait devant les chaudières tout son charbon. Ensuite, il passait à un autre endroit où les wagons étaient remplis avec les cendres produites par la combustion du charbon. En finale du train, il y avait des wagons avec des gros tubes d'oxygène qui étaient déchargés également et qui servaient, ces tubes d'oxygène, à améliorer la combustion afin d'augmenter la température du feu d'une part et d'autre part d'émettre moins de monoxyde de carbone, lequel est un gaz extrêmement dangereux pour la santé vasculaire. Cette centrale consommait à l'époque 80 000 tonnes de charbon
par jour, ce qui faisait environ 260 000 tonnes de CO2 émis chaque jour. Bien, maintenant je vais vous parler d'une grande ville dans l'hémisphère sud qui possède un réseau de transport comme toutes les grandes villes, composé en partie de quelques lignes de métro et essentiellement de 18 200 autobus. Ces autobus sont tous fabriqués de la même manière. Un châssis Mercedes avec moteur arrière et une motorisation donc de 100 kW avec transmission automatique aux roues. Ensuite, ils sont habillés par divers carrossiers dans la région. Tous ces autobus sont maintenant équipés d'un climatiseur d'air qui est posé d'ailleurs sur leur toiture. Ces autobus d'une puissance de 100 kW, on estime qu'ils en roulent en moyenne 11 000 chaque jour. Évidemment, la densité d'autobus sera plus forte aux heures le matin, aux heures de pointe du matin, aux heures de pointe du soir. Un petit calcul nous permet de penser et d'affirmer que la totalité de la chaleur perdue par ces autobus, le rendement de ces moteurs dans les conditions d'exploitation où on démarre, on s'arrête, on démarre, on s'arrête, la distance entre les arrêts est généralement inférieure à 200 mètres, sont des conditions de très mauvais rendement des moteurs. Donc on peut considérer que les 3/4 de la puissance absorbée dans le carburant est transformée en chaleur qui est émise dans l'air de la ville. Et cette quantité d'énergie émise sous forme de chaleur dans l'air de la vie correspond à la production d'un réacteur nucléaire. Je vous laisse méditer cela. Avant de parler des grands producteurs de CO2, je voudrais vous parler de quelque chose qui est devenu à la mode, c'est-à-dire que les grands producteurs de gaz à effet de serre seraient plutôt les vaches. C'est la dernière en date. Ça serait comique si ça n'était pas si grave. Alors, considérons un petit peu une vache. Une vache est un animal qui peut peser jusqu'à 500 kg, et la plupart sont inférieurs, et qui a une capacité pulmonaire limitée, de l'ordre d'une dizaine de litres. Donc, ça veut dire que cette vache consomme environ 60 à 70 litres d'air par minute. À partir de ces 70 litres d'air, s'organise son métabolisme et ses flatulences et ses éructations, donc ses émissions de méthane et de CO2. Si on considère une automobile moyenne, l'automobile la plus commune avec un moteur de 1500 cm3, eh bien celle-ci, à 90 km/h, dans la même minute, consomme 2250 litres d'air. Je pense qu'il y a quelques différences entre les deux. En plus, une autre différence existe. Il y a entre 1 et 2 milliards d'automobiles sur la planète, alors qu'il n'y a qu'environ 300 ou 400 millions de vaches. On est donc très très loin du compte. Envol d'un cormoran en Patagonie argentine. Le premier des grands émetteurs de CO2 est l'industrie. Il y a des industries comme la sidérurgie qui produisent énormément d'oxyde de carbone et de dioxyde de carbone. Il y a les cimenteries qui produisent aussi des quantités très très importantes de dioxyde de carbone parce que d'abord, pour obtenir de la chaux, il faut chauffer du carbonate de calcium. C'est le matériau qui compose les coquillages, les coquilles des coquillages de tous ces animaux marins.
Et donc, pour en extraire le calcium, il faut le chauffer. Donc, on le chauffe en brûlant des énergies fossiles qui émettent du CO2, mais en plus, qu'est-ce que l'on chasse du carbonate de calcium? C'est justement du CO2. C'est-à-dire qu'on enlève le CO2 du calcaire et on obtient de la chaux. Donc, la double peine est applicable. Il y a énormément d'autres industries qui consomment beaucoup d'énergie. Tout ce qui est métallurgie, par exemple, consomme énormément d'énergie. La production d'aluminium, qui se fait par électrolyse, la production du cuivre également. Nous avons donc là de grands consommateurs d'énergie. Ensuite, un autre très très grand consommateur, ce sont les transports automobiles. C'est extrêmement important parce qu'il y a quelque chose comme de près de 2 milliards de véhicules qui circulent sur la planète. Donc tout ceci émet d'énormes quantités de dioxyde de carbone, en particulier parce qu'ils sont tous animés par des moteurs à piston alternatif, qui sont des moteurs fondamentalement à mauvais rendement. Et entre les mains des conducteurs habituels dans les conditions de circulation, le rendement des automobiles descend à 15%. Tout le reste est dispersé en chaleur dans la ville et la production de CO2 est corrélative à tout cela. Donc ce sont les grands monstres consommateurs d'énergie carbonée et d'émissions de CO2. Ensuite, le transport maritime. Parce que les bateaux nécessitent énormément d'énergie pour se déplacer. Ils sont très lourds. Vous avez des bateaux de 500 millions de tonnes, de 500 000 tonnes, pardon. Des bateaux de 500 000 tonnes. Il a été question de bateaux d'1 million de tonnes. Je ne sais pas où ça en est de ce côté-là. Mais quand il faut déplacer 500 000 tonnes d'eau, il faut de l'énergie pour la pousser, cette eau. Donc, les transports maritimes. Vient ensuite le transport aérien. Le transport aérien n'est pas si grand consommateur que tout le monde voudrait bien nous le faire croire. D'ailleurs, faisons une petite comparaison. Un A320 en vol stabilisé consomme environ 2 tonnes de carburant à l'heure. Ce qui représente pour chaque siège environ 11 kg de carburant consommé pour chaque siège. Donc 11 kg de carburant par siège et par heure pour faire 850 km. Prenons une Formule 1 qui n'a qu'un seul siège. Pour le même temps, elle ne fait que 300 km et consomme 200 kg de carburant. L'avion est-il si grand consommateur? Après viennent les transports ferroviaires. Donc le chemin de fer est de loin le plus économique des transports motorisés. Et naturellement, ce n'est pas vers lui qu'il faut se tourner si on veut faire de grosses économies. Et finalement, bon, la bicyclette qui est le transport de loin le plus économique. Seul le rendement de l'humain qui actionne la bicyclette est lui d'environ 25%. Mais bon, mais que faire? C'est nous qui vivons. Voici un transformateur de 500 000 volts vers 220 000 volts de plusieurs centaines de mégavoltampères. Il alimente justement en 220 000 volts des mines de cuivre. Ce tableau vous aidera à comprendre de quoi nous parlons. Après ce que nous venons de voir, on ne peut pas dire que le panorama soit vraiment radieux. En effet, on coupe de plus en plus de forêts tropicales ou équatoriales. L'Amazone est presque morte, elle est sur le point de disparaître. Toutes ces forêts avaient un rôle important pour la transformation du CO2 en oxygène. C'est-à-dire que les végétaux, les arbres, consommaient le carbone et libéraient l'oxygène dans l'air, dans l'atmosphère. C'était
très positif. Maintenant, ces forêts disparaissent. Elles disparaissent et la forêt africaine va subir le même sort parce que les appétits financiers de certaines oligarchies européennes sont tellement grands qu'il faut fabriquer du carburant vert. On appelle le carburant vert ou les agrocarburants, enfin tout ça, c'est la même chose. En fait, ça vient principalement au Brésil à partir de la canne à sucre. On fait de l'alcool pour alimenter les automobiles. En Europe, on va certainement faire de l'alcool à partir de la betterave pour également alimenter les automobiles. Et à partir des huiles qui pourraient être comestibles, qui sont d'ailleurs comestibles, comme l'huile de palme en Afrique, qui est largement cultivée, ou des huiles de soja ou de maïs, on va alimenter les moteurs diesel. Mais tout ça, c'est bien joli. Le seul problème, c'est que ce sont des cultures intensives basées sur l'agrochimie qui désertifient les sols. C'est-à-dire que les sols, après avoir servi à faire soit soja, soit maïs intensif, soit la canne à sucre ou même la betterave, probablement ça sera la même chose, deviennent stériles. Mais ça ne compte pas beaucoup. L'important, c'est quand même que nos automobiles puissent rouler. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On continue et on augmente les émissions de CO2, même si c'est du CO2 qui provient d'hydrocarbures fabriqués à partir de plantes, c'est quand même du CO2 qui est émis avec sa longue durée de vie dans l'atmosphère et qui donc aura forcément des effets néfastes que l'on connaît déjà. Donc, on va avoir de plus en plus chaud, la température dans les maisons, dans les voitures, dans les bureaux va augmenter, et comme on a beaucoup de génie, ça on n'en manque pas, et même pour faire des choses pas tellement correctes, on va fabriquer des climatiseurs d'air qui sont un moyen excellent pour rafraîchir l'intérieur d'une pièce, d'un bureau, d'un lieu de travail, etc. Avec toutefois un inconvénient, c'est qu'un climatiseur, pour enlever 1 kWh de votre chambre, eh bien, il va mettre ce kilowattheure dehors, mais il va l'accompagner de 2 autres kilowattheures qui auront été pompés, évidemment, sur le réseau électrique. Et ces autres kilowattheures, ces 3 ou 4 kilowattheures, pour en enlever un seul, qui vont sortir de votre maison, vont faire, évidemment, du dioxyde de carbone. Donc la température va s'élever. Comme elle va s'élever, on va utiliser un peu plus intensivement toutes ces machines à faire du froid, donc la température va s'élever encore un peu plus intensivement. On rentre dans un phénomène qu'on pourrait appeler emballement thermique, c'est-à-dire que dans les décennies qui viennent, la température de la planète va augmenter plus rapidement qu'on ne le calcule actuellement. La côte bretonne dans le Nord Finistère. Étant donné les circonstances, il ne nous est pas possible de conclure. C'est pour ça qu'on dit en guise de conclusion. Afin de pouvoir un peu mieux comprendre tout ce qui se passe, revenons un petit peu sur le passé. Il y a 3,8 milliards d'années apparaissaient les premiers végétaux, qui étaient principalement des lichens et des algues. À cette époque-là, l'atmosphère était essentiellement composée de dioxyde de carbone, CO2, et de méthane. Donc la vie telle que nous la connaissons, sous les formes que nous connaissons aujourd'hui, était impossible à cette époque-là. Les végétaux se sont développés pendant plus de 3 milliards d'années et ont conquis l'ensemble de la planète. Toutes ces plantes ont nettoyé l'atmosphère du CO2 et du méthane
et ont remplacé progressivement, en plus de 3 milliards d'années, ne l'oublions pas, ont remplacé donc très progressivement tout le CO2 par de l'oxygène. L'atmosphère ainsi constituée avec de l'oxygène pour environ 20% et environ 80% d'azote a permis l'apparition de nouvelles formes de vie sur la planète. Quant aux plantes, les grandes plantes les grandes forêts qui ont occupé la planète avant l'apparition de la vie, la majorité ont été ensevelies par des mouvements telluriques et c'est ce qui nous a permis d'avoir toutes ces immenses veines de charbon que l'on exploite avec tant de joie actuellement. À partir de là, avec cette nouvelle atmosphère contenant de l'oxygène, sont apparues de nouvelles formes de vie. Et ces nouvelles formes de vie se sont développées jusqu'à l'apparition de grands animaux, de très grands animaux, comme furent certains dinosaures, des dinosaures qui atteignaient 14 mètres de long, qui eux aussi ont subi les méfaits de problèmes géologiques, peut-être induits par la chute de météorites, peut-être induits par des mouvements telluriques et aussi probablement induits par le fait qu'ils étaient si géants, si grands, qu'ils ne pouvaient pas réellement continuer à se nourrir, la nature ne pouvant pas produire suffisamment. Donc ils furent remplacés par des dinosaures de taille beaucoup plus modérée, qu'on appelle aujourd'hui des poules, des pigeons, des alouettes, etc. Il y a 200 ans, apparut la première machine à vapeur. Cette machine à vapeur consommait du charbon et produisait de l'énergie mécanique avec un système de chaudière et de cylindres et pistons. Ce fut le point de départ d'une grande consommation d'énergie carbonée. Quelque temps après, on a découvert qu'on pouvait tirer profit du pétrole et on a donc commencé à fabriquer des combustibles hydrocarbures liquides en quantité. La conséquence de tout cela a été que l'on a commencé à brûler les fossiles de tous ces arbres qui se sont développés pendant plus de 3 milliards d'années et rejeter dans l'atmosphère le résidu que ces arbres y avaient pris. C'est-à-dire que en brûlant le pétrole, le charbon, on est en train de restituer à l'atmosphère son état primitif avant l'arrivée des premiers végétaux. Il est évident que ce processus peut demander un certain temps. Ça ne va pas se passer en quelques décennies. Cependant, on est quand même arrivé à un résultat très important, c'est que l'atmosphère commence à dériver sur le plan thermique. Et la température augmente et va continuer à augmenter. Autre point assez grave à noter, c'est que durant le dernier siècle, on a constaté l'extinction massive de près de 80% du vivant de la planète. Certaines espèces sont exterminées par des navires, comme les poissons, avec les navires-usines qui massacrent des centaines de tonnes et qui parfois ils les rejettent aussitôt après parce qu'ils ont dépassé leur quota de pêche. Ce qui est un nouveau scandale. Enfin, bref, ce que la nature, les plantes et les animaux ont réussi à édifier en 3,8 milliards d'années risque fort d'être détruit en moins de 200 ans.
Ceci est ma conclusion.